Coucou. Ok, on va continuer. Alors, vu que je suis un professionnel et que je n'ai pas de plan, euh, on va directement retourner sur l'outil et on va regarder des exemples, les décortiquer et aller un peu plus loin dans la compréhension de l'outil Puzzle Script qui est je le répète, mais pour les gens qui arrivent sur cette vidéo-là en cours de route, qui est un outil de scripting accessible via n'importe quel navigateur, qui est un outil qui permet de créer des jeux d'énigmes en pixel art, en déplacement en case par case, inspiré des jeux de type Sokoban. C'est une longue description pour juste montrer que on a des jeux où le principe fondamental est de déplacer un personnage case par case, de pousser des caisses et de les positionner sur des blocs, sur des points de sortie pour terminer le niveau, passer au suivant et ainsi finir le jeu. On a déjà vu dans les tutoriels précédents, et je vous invite à les regarder parce que vraiment c'est une série qui se suit, on a vu les premiers exemples. On a vraiment pris le temps de décortiquer la structure des différentes fenêtres du site et les différentes parties de la fenêtre de scripting, puisque c'est là où va se dérouler la plupart de votre exploration. Et on va regarder ce que le site nous propose. Alors, pardon. Match 3 block push. Donc a priori, on a deux carrés, enfin deux sorties, deux blocs de target et 5 blocs crate. Donc a priori, en fait, il faut pousser les crates pour faire une ligne ou une colonne de 3 pour les supprimer afin de n'en conserver que 2. Voilà, donc là on a un autre niveau. D'accord. Cette fois-ci, voilà ce qui fait vraiment l'intérêt des jeux d'énigmes. On nous présente un principe fondamental et on nous dit tiens regardez, si vous supprimez 3 crates, donc 3 caisses, vous pourrez terminer le niveau. Et là en fait on est en train de nous dire si vous alignez 3 caisses, vous les supprimez, donc de la même manière que dans le niveau 1, sauf que cette fois-ci vous n'avez plus assez de blocs pour pour finir le niveau. Donc en fait c'est hyper intéressant, avec la même règle de base, ça peut être soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif pour finir le niveau, et ça joue avec nos attentes, nos expectations en anglais. Et c'est vraiment de la communication non verbale, où le but c'est d'apprendre des notions élémentaires au joueur en le laissant expérimenter par lui-même des notions simples, et après on va créer de la surprise en inversant le paradigme de jeu, et voilà. Et là en fait il faut pas faire ça, donc j'appuie sur la touche Z pour venir en arrière, ou la touche R pour recommencer le niveau. Si, je pense qu'il faut faire un truc comme ça. Tac. Bon, on n'est pas là pour résoudre les jeux, même si c'est intéressant de jouer au niveau. Alors on voit que là il n'y a que 2 niveaux. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin pour mieux comprendre le principe. Là le but c'est de trouver la solution pour faire en sorte de placer les crates sur toutes les cases target et ainsi terminer le niveau et donc le jeu. Et il n'y a que 2 lignes de code qui sont très simples. On récupère la première ligne de code qui était déjà présente dans le tutoriel basique, et il y a une deuxième ligne de code, donc de scripting, qui montre que lorsque l'on
a 3 cellules, donc 3 cases dans le jeu, du même type, donc du même type objet create, si elles sont alignées, alors les cases deviennent vides. Vides. Vite, vite. Vous voyez d'ailleurs que d'un point de vue lisibilité, la personne qui a créé son script a laissé une ligne vide ici. Il y a la ligne 82. Si on la supprime, le jeu fonctionne exactement de la même manière. Ça ne change absolument rien. Il se passe exactement la même chose. Donc pourquoi il fait ça? C'est juste, ça rajoute une ligne supplémentaire dans le programme, donc c'est inutile entre guillemets. C'est pas optimisé, mais pourtant, c'est pas forcément dramatique. Ça va pas coûter énormément en termes de mémoire de calcul à l'ordinateur et ça va améliorer la lisibilité de la lecture du script. Et en fait, ça c'est véritablement un aparté, mais cette question de lisibilité, en fait, il faut, enfin, il faut pas, mais c'est bien à la fois d'avoir un code propre qui soit optimal pour l'ordinateur, pour que le programme fonctionne de manière fluide d'un point de vue mathématique, code, etc. Donc c'est bien de limiter le nombre de lignes de code, de trouver des moyens de réutiliser au maximum des éléments de code et de pas dupliquer des lignes de code et il ne faut pas se répéter. Et dans le même temps, il faut trouver un équilibre de lisibilité et de facilité de création lors du processus créatif. Sinon, si on cherche trop tôt, tout de suite, à avoir des trucs très bien rangés, ça fonctionne pas. Et c'est paradoxal parce que être organisé et méthodique, c'est le, 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 le besoin numéro un quand on travaille avec un ordinateur. Et dans le même temps, vu que c'est un processus itératif, c'est hyper important de se permettre des retouches, de revenir en arrière, de tester, expérimenter, de se tromper, et ensuite de clarifier les choses, et donc d'avoir une structure qui soit extrêmement lisible pendant qu'on travaille. Il y a un mot-clé là qui est rajouté, c'est le mot late. J'hésitais à en parler durant la dernière leçon, mais ça allait rajouter trop de longueur à la vidéo. Ce mot late est hyper important. Imaginez ce jeu d'énigmes, qui est un jeu vidéo, donc sur un ordinateur, qui a un support virtuel. Imaginez-le comme un jeu de plateau avec des petites figurines. Là, on joue contre l'ordinateur ou avec l'ordinateur, parce que l'ordinateur ne nous affronte pas. Mais voilà, on touche, le joueur appuie sur une touche du clavier et l'ordinateur va répondre à cette action, à cet input. Chaque action entraîne une réaction, comme on l'a vu la dernière fois avec les instructions conditionnelles, en tout cas le système de conditions. S'il se passe ça, alors ça. Et quand on joue à un jeu de plateau, donc avec vraiment des pions physiques, imaginez deux genres d'échecs. Quand c'est au tour d'un des joueurs de jouer, ça devient son tour. Donc le tour commence. Il prend sa petite main, il prend un des pions ou un cavalier ou peu importe, il a réfléchi à ce qu'il voulait faire, donc il va jouer. Il prend son pion, il le déplace. Peut-être qu'il mange un des pions adverses ou juste il a déplacé son pion sur une case pour établir une stratégie ou pour entamer un mouvement qui va se dérouler sur plusieurs actions. Puis après, il appuie sur le petit bouton ou alors il dit maintenant c'est à ton tour. Donc il y a 3 étapes en fait durant un tour d'un des joueurs. Et le début du tour, il y a le tour en lui-même, donc l'action de déplacer la pièce, et la fin du tour. Ici, c'est exactement la même chose qui se passe. En fait, le tour se passe en un instant. On ne voit pas l'ordinateur déplacer avec sa petite main d'ordinateur un pion et dire ensuite c'est ton tour. Ça se fait instantanément.
mais pas vraiment instantanément. En fait, dans la logique de l'ordinateur, il va vraiment faire le début du tour, faire une action, faire son truc, et c'est la fin du tour, et voilà. Et après, il, il a fait ses calculs d'ordinateur dans sa petite tête, donc il a lu les consignes, les lignes de script, il a regardé s'il pouvait les faire, et dans quel cas, s'il peut le faire, il a créé des changements dans le niveau, il a déplacé des pions, des cases, des objets, et une fois qu'il a fini, il affiche l'image qui résulte de ces modifications. Et il y a bien ces 3 étapes, c'est juste que visuellement le joueur ne les voit pas. Il a l'impression que quand il appuie sur une touche, de manière instantanée, son personnage se déplace. Mais c'est pas le cas. Ça, c'est que la résultante de calculs qui se font extrêmement vite, tellement rapide que c'est imperceptible, et l'image est affichée à l'écran. Le mot late, dans cette ligne de code, indique que cette ligne de code va être calculée à la fin du tour et non pas au début. Et ça change beaucoup de choses. Je recommence le niveau et vous allez comprendre tout de suite. Si je déplace mon personnage, d'un point de vue logique, si j'appuie sur une touche du clavier de manière instantanée, s'il n'y a pas de case adjacente qui le bloque, ou s'il n'y a pas d'action possible avec une case adjacente, l'ordinateur va simplement bouger le personnage, il va jouer l'action. Là, si je monte d'une case avec mon personnage, donc dans le niveau, si j'appuie sur la touche O, ça lance l'action, et au début du tour, il va lire cette ligne de code, au début du tour. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'il va déplacer le joueur et la case create, l'objet create. Donc c'est ce qui se passe ici. Pardon. Ah comme j'avais cliqué sur mon script, si j'appuie sur les touches du clavier, je me déplace dans ma fenêtre script. Il faut bien recliquer dans la fenêtre de jeu pour se déplacer. Tac. Donc c'est bien ce qui se passe. Maintenant, si j'ai fait un CTRL Z, maintenant si je déplace mon personnage et que je déplace ma case et que je déplace mon crate et que je crée une ligne de 3 crates, ils disparaissent instantanément à la fin du tour, puisque c'est ce que me demande la ligne. Donc vous voyez qu'en fait je n'ai pas eu besoin de réappuyer sur une touche pour que l'action de faire disparaître les crates ait lieu. Donc si je fais un restart ici, que je supprime ce que je viens de noter ici, si j'enlève le mot-clé late et que je rebuild, donc je reste dans le même niveau, j'ai pas besoin de cliquer sur run. Cette fois-ci, si je crée ma ligne avec mes 3 crates, tiens, c'est étonnant, mes 3 crates sont alignés et ne disparaissent plus. C'est tout à fait normal, c'est parce que cette fois-ci, elles vont disparaître au début du prochain tour, lorsque je vais faire une action. Donc si maintenant j'appuie sur une touche pour me déplacer, c'est à ce moment-là que les crates vont disparaître. Et ça c'est hyper important à comprendre, parce que ça va complètement influencer l'ordre dans lequel vous allez écrire votre code et surtout la manière dont va réagir le jeu aux actions du joueur. Donc des fois ça peut être purement pas cosmétique, mais cosmétique dans le terme purement agréable d'un point de vue jeu. Par exemple, c'est beaucoup plus intuitif et logique pour le joueur que on écrive notre code comme ça. J'ai cliqué sur Rebuild et que les cases disparaissent dès lors que l'on a réussi à aligner les cases. C'est une sorte de confirmation que le joueur a réussi. Ça aurait pas de sens que la confirmation ait lieu après coup, au prochain tour. Ce serait bizarre.
Mais ça pourrait être correct d'un point de vue code, ce serait pas gênant. Mais il y a d'autres situations où il faut scrupuleusement faire en sorte que des lignes de code arrivent bien avec le mot-clé late. Late qui veut dire plus tard, tard, à la fin du tour en anglais. J'ai pas d'exemple concret à vous montrer, je n'ai pas en tête. Et du coup, on va regarder d'autres exemples. Là, quand on se déplace, on a un petit bonhomme, donc vous voyez qu'il n'est pas dessiné de la même manière, et le sol, le background est de couleur complètement... Ah oui, ok. Esthétiquement, on peut dessiner ce qu'on veut dans le jeu, on peut même créer ses propres couleurs, mais ça, ce sera un autre tutoriel. Et il n'y a pas de but. Si on descend, on voit qu'il n'y a qu'un seul niveau, il y a juste une ligne de code pour expliquer, c'est un exemple. On peut déplacer notre personnage, à chaque fois que j'appuie sur la touche X, la touche d'action pour créer une action ou que je me déplace, il y a des petits robots qui se déplacent de manière aléatoire, et en fait c'est la seule ligne de code qui est là, il n'y a pas de win condition, il n'y a pas de but pour ce jeu, c'est pas un jeu, c'est un exemple. Et on a une code qui dit à chaque nouvelle action, tous les objets robots qui ressemblent à ça, donc les petits robots, tous les objets qui sont stationnaires, dès qu'il y a une action, ils vont se déplacer dans une direction random, dans une direction aléatoire. Donc si on peut utiliser des mots-clés dans la case. Le mot late, il a lieu avant l'emplacement des cellules, et le mot-clé stationary a lieu dans la case, puisqu'en fait c'est une information que l'on applique à l'objet robot, donc dans la case robot, et le mot-clé late s'applique à toute la ligne de code. C'est logique. Random robot spawner. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si on joue, on a une espèce d'étoile au milieu, le joueur, et on a l'étoile qui fait apparaître des robots qui ont chacun une apparence aléatoire. Donc il y a deux types de robots. Il y a le spanner qui est la petite étoile jaune, le background bien sûr, le player, couleur rose, et le red robot et le green robot. Et le blue robot, et on n'en a pas vu apparaître, donc si je continue à jouer, ça fait apparaître de manière aléatoire les robots. On a un seul niveau et on a deux lignes de code. On a la même ligne de code que dans le projet précédent. À chaque robot stationnaire, à chaque nouvelle action, il a une direction aléatoire. Donc il va se déplacer sur n'importe quelle case, au-dessus, en bas, gauche, droite. Et le spawner, s'il n'a pas d'obstacle sur lui, il va faire apparaître n'importe quel random robot. Alors, là, on a quelque chose de très intéressant. On a deux crochets pour indiquer que on a donc une cellule de condition et une cellule d'action, mais les mots-clés spawner et obstacle ne sont pas séparés par un petit trait blanc, comme ça. Ça veut dire qu'en fait, on a dans la même case un spawner et un obstacle. Ça, a priori, c'est pas possible. Eh bien si, pour la simple et bonne raison que si on regarde le collision layer, en gros, je vais expliquer pourquoi. Le spawner se trouve sous l'objet obstacle. Donc si on en met deux sur la même case, ils vont être l'un sur l'autre. Donc c'est pas gênant. Et comment ça a lieu? Eh bien on voit bien qu'on a ici une légende. On a les symboles pour chaque objet lorsque l'on crée via du code la carte du niveau. Et dans la légende, on a regroupé deux objets ou plus. Par exemple, on a trois objets robots dans le jeu. On a le red robot, le green robot et le blue robot.
eh bien on va créer une légende. On va dire robot égale red robot or green robot or blue robot. Le mot-clé or indique que le mot robot que l'on a créé peut être soit un red robot, un green robot ou un blue robot. Et pareil, le mot-clé, enfin le mot que l'on a créé, donc le mot obstacle, égale soit un player, or ou un robot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le robot rouge, le robot vert, le robot bleu, ces trois-là sont donc des robots, et le joueur ou le robot, donc et ou, ça revient au même, sont des obstacles. Donc ça veut dire quoi dans cette ligne de code? On a notre spawner, et si si sur notre spawner il n'y a pas d'obstacle, c'est ça la condition. C'est bien une condition si, alors. Donc spawner, no obstacle. Si, en fait, la condition inverse ne donnerait aucune conséquence. Si on avait ça, on n'aurait rien ici, il ne se passerait rien. C'est exactement la même chose d'un point de vue logique. Mais vu qu'on a rajouté le mot-clé no, en fait ça veut dire que la condition de cette partie gauche de cette ligne de code veut dire du moment qu'il n'y a pas un spawner et un obstacle superposés, alors je peux créer un robot par-dessus le spawner. Ça fait un peu peur quand on ne connaît pas, mais si on regarde attentivement et en prenant son temps chaque ligne de code, au final, c'est assez logique. Le meilleur moyen pour comprendre, c'est aller sur le site. Ne faites pas que m'écouter et passez à la pratique. Ouvrez les exemples, bidouillez et par exemple, regardez, si on enlevait le no ici et qu'on rebuild, on restart le jeu, si je déplace mon personnage, il n'y a pas de robots qui sont créés. Et si mon personnage, qui est donc un obstacle, on l'a vu dans la légende, notre personnage est un obstacle. Donc si la condition suivante est respectée, à savoir si un obstacle est situé sur le spawner, alors le spawner va faire apparaître un robot. Et voilà. Et on a créé un bug. Mais un bug logique. Pour la simple et bonne raison que puisqu'il y avait un obstacle sur le spawner, on a donc créé la situation suivante d'avoir un spawner et par-dessus le spawner un robot. Et vu qu'il y a le même nombre d'éléments à gauche de la condition qu'à droite, on a remplacé l'obstacle, quel qu'il soit, par un nouveau robot, un random robot. Et random, en fait, ça indique que ça prend de manière random, de manière aléatoire, le robot rouge, le robot vert ou le robot bleu. Et du coup, notre personnage a disparu. Par contre, si je continue à appuyer sur la touche X de manière random, ça fait apparaître un robot rouge, un robot vert ou un robot bleu. Et ça, je l'ai trouvé en expérimentant. Si j'avais bien réfléchi, j'aurais pu le deviner, mais c'est hyper important de faire des erreurs, de faire exprès de se tromper, de tester des choses parfois même absurdes. Et c'est comme ça que certains jeux très intéressants voient le jour. Il y avait un jeu indépendant où on contrôle un serpent, un petit serpent trop mignon. Et en fait, vu que le serpent il a une longue queue, il faut grimper sur des arbres, sur des trucs pour aller manger des fruits. Donc il faut s'entortiller autour de bambou, grimper des murs et tout, avec des trucs qui bougent, il faut pas tomber dans l'eau et tout. C'est un jeu qui est assez amusant. Et en fait, ce jeu-là est né d'une erreur de... pas de programmation, une erreur de méthode durant son prototypage. En fait, le développeur travaillait avec un logiciel qui s'appelait l'Unreal Engine, que vous connaissez peut-être.
même sûrement en fait, parce que c'est le plus connu. Et il faisait des tests de programmation avec un moteur physique en 3D avec une corde. Il avait accroché une corde à un plafond et puis il y avait une corde avec des systèmes pour calculer la physique et il envoyait des objets dessus et la corde réagissait à des objets physiques et il cherchait des idées de jeu avec une corde, pourquoi pas. En imaginant peut-être qu'on pourrait faire grimper un personnage à une corde, elle pourrait servir pour créer des énigmes, où il faut tirer une corde. Et en fait, à un moment, il a lancé le jeu pour tester, il avait oublié d'accrocher virtuellement sa corde au plafond et la corde est tombée au sol et s'est enroulée. Et en fait, il a fait un bug et il pouvait contrôler la corde avec son clavier et ça donnait l'impression que c'était un serpent. Il s'est dit, oh la vache, c'est trop bien, j'avais pas pensé à ça, mais je vais créer un jeu où on a un serpent et on se balade et on va manger des pommes. Donc les erreurs sont bienvenues et c'est très important de se laisser de la liberté d'aller explorer des idées saugrenues parce que parfois elles peuvent donner des choses très intéressantes. Je vais voir celui-là s'il n'est pas trop difficile. Block Faker. On a un petit bonhomme qui se déplace. Il faut pousser des caisses, on peut en pousser deux. Tac. Il faut aller sur le vert. Ok, là on a le petit bonhomme. Et si on aligne 3 cubes, ça fait disparaître les cases de la même couleur. Donc en fait, si je fais ça, ça me libère le passage pour aller sur le point vert qui est la sortie. Donc en fait, là, le but du jeu, c'est une évolution d'un des exemples qu'on avait au début, où si on aligne 3 cases, si on les aligne aussi bien verticalement que horizontalement, ça les fait disparaître. Et là, c'est pas juste un niveau, c'est un véritable jeu où le but du jeu, c'est de trouver le meilleur moyen de les aligner. Et je vais pas aller plus loin, on voit qu'il y a les différents éléments qui ont été dessinés ici, les différents objets, la légende qui représente chaque bloc avec leur légende graphique, donc on associe un symbole à chaque objet, on place les objets dans des mots-clés qui regroupent ces objets, et on a le système de collision et les règles. Il n'y en a pas beaucoup au final, avec finalement peu de règles qui permettent de coder les 1, 2, 3, 4, 5 types de blocs qui puissent être juxtaposés. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Donc le jeu est assez court, vous pouvez aller y jouer, et ça permet de voir comment le jeu est créé. Voilà, sincèrement, je ferai d'autres vidéos où moi j'ai très envie de m'amuser à inventer de toutes pièces un jeu. Et on verra ça dans d'autres vidéos, étape par étape. Mais de votre côté, maintenant je pense que vous avez compris vraiment les fondamentaux et il y a encore plein de choses à découvrir. Si vous cliquez là, vous avez accès à la documentation en ligne en anglais du jeu, qui est très très bien faite, même si vous n'aimez pas l'anglais. Il y a plein d'images, il y a des gifs animés, pardon, des gifs. Euh, donc vous pouvez comprendre, même si vous n'êtes pas anglophone, ou sinon vous copiez-collez les lignes et vous regardez dans Google Translate. Mais en fait, déjà, si vous allez regarder les règles basiques et la première fenêtre rule 101, il y a déjà beaucoup de choses qui récapitulent ce qu'on a vu ensemble. Et il n'y a pas besoin de lire toute la doc pour commencer à s'y mettre. Et après, une fois que vous aurez compris et que vous aurez commencé à avoir quelques réflexes, là vous pourrez commencer à regarder des nouvelles choses et si l'outil vous intéresse bien sûr. Ok, bon bah c'est top. Il y a d'autres outils qui existent, il y a notamment j'ai oublié son nom. Il y a un autre outil qui permet de créer des jeux en pixel art plus poussés, donc c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi tout à fait facile d'accès. Ça s'appelle Pico 8, c'est pour créer des jeux 8 bits, c'est trop bien. Ou sinon, plus tard, si vous voulez commencer à rentrer plus sérieusement dans le développement de jeux, je vous invite à jeter un œil à Godot qui
qui est un équivalent open source à Unity, qui est plus simple, plus facile d'accès, peut-être moins complet et encore en cours de développement, mais qui a un logiciel qui fait ses preuves. J'en ferai une introduction plus tard dans d'autres vidéos. Cool, voilà. J'ai pas d'autres idées de trucs à dire. Bon bah c'est cool. Encore une fois, si vous avez des retours constructifs du genre coupe-toi les cheveux, reste à barbe, n'hésitez pas. Et puis non, plus sérieusement sur, je sais pas, si vous avez des questions par rapport à l'outil ou des questions générales sur le jeu vidéo, le game design, de la méthode, je sais pas, n'importe quoi, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou à m'envoyer un message. Je sais pas si on peut envoyer un message en privé sur YouTube. Ou des conseils ou critiques par rapport à la présentation des vidéos, le son ou l'image ou peu importe. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Des bisous.